Le millionnaire chinois a caché sa fortune et a demandé refuge chez une mère célibataire. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Le soleil se couchait à l'horizon de Paris, jetant une lueur dorée sur les gratte-ciel du centre financier. Du haut de son bureau au dernier étage d'un immeuble luxueux sur l'avenue Montaigne, Alexandre Mercier observait la ville d'un regard distant. À 45 ans, il avait bâti un empire dans le marché financier français, devenant l'un des hommes les plus puissants et enviés du pays. Son visage, qui apparaissait fréquemment dans les magazines d'affaires et les colonnes mondaines, était maintenant marqué par de profonds cernes et une expression de défaite. « Monsieur Mercier, tout est confirmé pour la conférence de presse de demain ?» demanda son assistante Marie, en entrant dans la pièce avec un dossier de documents. « Annulez tout », répondit-il sèchement, sans détourner son regard de la fenêtre. « Il n'y aura pas de conférence. » Marie hésita, confuse. « Mais monsieur, les investisseurs exigent des explications concernant les accusations. Le département des relations publiques pense qu'il vaut mieux affronter cela directement et... » « J'ai dit d'annuler. » Alexandre se retourna brusquement, frappant du poing sur la table en verre. Voyant le regard effrayé de Marie, il soupira, profondément. « Désolé, s'il vous plaît, juste... » Annulez tout. Lorsqu'il se retrouva à nouveau seul, Alexandre ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit une enveloppe marron. À l'intérieur, il y avait un passeport avec un faux nom, quelques liasses d'argent et un téléphone jetable, le plan de contingence qu'il n'avait jamais imaginé devoir utiliser. Le scandale financier avait éclaté la semaine précédente. Un système de manipulation d'informations privilégiées impliquant Mercier Investissement avait été révélé par un informateur anonyme. Bien qu'Alexandre sût que la dénonciation venait de son ancien associé, Étienne Moreau, il n'avait aucun moyen de le prouver. Étienne, se sentant trahi après qu'Alexandre l'ait écarté des affaires, avait orchestré sa chute avec une précision chirurgicale. En quelques jours, les actions de l'entreprise s'étaient effondrées, les investisseurs avaient fui et la police judiciaire avait commencé à enquêter. Alexandre savait qu'il n'était qu'une question de temps avant qu'il ne soit formellement accusé. Mais ce qui l'effrayait le plus, ce n'étaient pas les possibles conséquences légales, mais les menaces qu'il avait commencé à recevoir. Étienne avait des connexions dangereuses, et les messages reçus indiquaient clairement que sa sécurité était en danger. Cette nuit-là, Alexandre Mercier disparut, sans dire au revoir à personne, sans emporter presque rien d'autre qu'un sac à dos avec quelques vêtements, de faux documents et de l'argent. Il laissa derrière lui son appartement en attique, ses voitures de luxe et toute la vie qu'il avait construite. Les gros titres du lendemain spéculaient sur son sort, certains suggérant qu'il avait fui le pays, d'autres qu'il se cachait dans l'une de ses propriétés à l'étranger. Personne n'aurait imaginé qu'il se trouvait dans un bus interurbain en direction de Honfleur, ville historique sur le littoral normand. Sophie Martin essuya la sueur de son front tout en finissant d'arranger les tables de la petite auberge qu'elle gérait dans le centre historique de Honfleur. À 38 ans, elle portait sur son visage la beauté remarquable d'une femme forte, avec des traits qui mélangeaient à l'héritage méditerranéen de sa mère et l'ascendance normande de son père. Ses cheveux bouclés étaient attachés en un chignon improvisé et ses mains, bien que délicates, montraient des signes de travail constant. « Maman, Lucie a appelé pour dire qu'elle ne pourra pas venir travailler aujourd'hui encore, » dit Thomas, son fils de 15 ans, en entrant dans la salle du petit déjeuner. L'adolescent était grand pour son âge, avec les mêmes yeux en amande que sa mère. Sophie soupira, sentant le poids d'un problème de plus à résoudre. « C'est la 3e fois ce mois-ci, et justement aujourd'hui où nous avons des clients qui arrivent. Je peux aider après l'école, » proposa le garçon. « Non, mon fils, tu dois étudier. Et ta sœur ? » Emma est en train de terminer un travail. Pour l'école, elle a dit qu'elle descendrait dans 10 minutes pour t'aider. La vie de Sophie n'avait pas été facile depuis qu'elle s'était retrouvée seule pour élever 2 enfants. Le père des enfants, un guide touristique local avec qui elle s'était mariée jeune, avait abandonné la famille quand Thomas avait seulement 7 ans et Emma 5. Depuis lors, elle avait transformé la maison coloniale héritée de ses grands-parents en une petite auberge, luttant quotidiennement pour maintenir l'entreprise en activité et donner une vie digne à ses enfants.
L'auberge Horizon Bleu n'était pas luxueuse, mais elle avait le charme des constructions anciennes de Honfleur, avec d'épais murs de pierre, des fenêtres colorées et une petite cour intérieure avec un vieux mirabellier. Ces dernières années, avec l'augmentation du tourisme dans la région, Sophie avait réussi à établir une clientèle fidèle, principalement des étrangers et des Parisiens qui cherchaient à fuir le chaos de la capitale les week-ends. Mais les derniers mois avaient été difficiles. La basse saison s'était prolongée plus que la normale, et les coûts pour maintenir l'auberge augmentaient constamment. Pour couronner le tout, l'employé qui l'aidait était de moins en moins fiable, et Sophie n'avait pas les moyens d'embaucher quelqu'un d'autre. « Madame Sophie, il y a un homme à la réception qui veut une chambre », informa Monsieur Henri, le vieil homme qui s'occupait du jardin et faisait de petites réparations dans l'auberge 3 fois par semaine. Elle se précipita vers la réception, ajustant son tablier fleuri et essayant de paraître moins fatiguée qu'elle ne l'était. Réellement, dans la petite zone d'entrée, un homme d'âge moyen l'attendait. Il portait des vêtements simples, pantalon en jean, t-shirt blanc et une veste légère, et ne portait qu'un sac à dos usé. Ses cheveux grisonnants aux tempes et sa barbe de quelques jours lui donnaient un aspect plus âgé qu'il ne l'était probablement. « Bonjour, en quoi puis-je vous aider ?» demanda Sophie avec un sourire professionnel. L'homme se retourna et elle remarqua que malgré son apparence fatiguée, il y avait quelque chose dans ses yeux, une lueur d'intelligence et une intensité qui ne correspondait pas à sa figure apparemment ordinaire. « Bonjour, je cherche une chambre, pour un séjour un peu plus long si possible, » répondit-il d'une voix grave et éduquée. « Combien de temps comptez-vous rester ? Quelques semaines, peut-être un mois ou plus. Je m'appelle André. André Durand, dit-il avec une légère hésitation avant de prononcer le nom de famille. Sophie remarqua ce moment d'hésitation, mais n'y accorda pas beaucoup d'importance. À Honfleur, il était courant que des personnes venues des grandes villes cherchent un refuge temporaire loin de leurs vies agitées. « Eh bien, monsieur André, normalement nous travaillons plus avec des séjours courts, mais nous sommes en basse saison maintenant. Je peux vous offrir une réduction pour un séjour prolongé. » Elle consulta rapidement son registre. « Nous avons une chambre disponible avec vue sur le jardin intérieur. Elle est simple, mais confortable. »« Ça semble parfait, » répondit-il, paraissant soulagé. Pendant que Sophie remplissait la fiche d'enregistrement, André regardait autour de lui, absorbant chaque détail de l'environnement. L'auberge était modeste mais accueillante, exactement le type d'endroit où personne ne penserait à chercher Alexandre Mercier. « Vous êtes à Honfleur pour le travail ou les loisirs ?» demanda Sophie, par habitude d'hospitalité. André hésita à nouveau. « Je travaille sur un projet personnel. Je suis écrivain, » improvisa-t-il, se rappelant qu'il avait besoin d'une histoire convaincante. « Je cherche un endroit tranquille pour terminer mon livre. »« Oh, comme c'est intéressant. Avez-vous déjà publié quelque chose que je pourrais connaître ?»« Non, ce sera mon premier travail, » répondit-il, détournant le regard. « J'avais besoin d'un nouveau départ. Vous savez comment c'est. » Sophie acquiesça, lui remettant la clé de la chambre. « Je sais exactement comment c'est. Monsieur André, nous avons tous besoin d'un nouveau départ parfois. » Tandis qu'André montait les escaliers en direction de sa chambre, il ne se doutait pas à quel point ces paroles étaient vraies pour Sophie. Et elle, de son côté, n'imaginait pas que l'homme d'apparence ordinaire qu'elle venait d'accueillir dans son auberge avait été l'un des hommes d'affaires les plus puissants de France. Et maintenant un homme en fuite, portant des secrets qui pourraient les mettre tous deux en danger. Les premiers rayons de soleil entraient par les interstices de la fenêtre en bois quand André se réveilla, momentanément confus quant à l'endroit où il se trouvait. La chambre simple, avec ses murs blancs et un lit simple, contrastait fortement avec la suite présidentielle qu'il occupait habituellement dans les hôtels de luxe autour du monde. Il lui fallut quelques secondes avant que la réalité ne le frappe à nouveau. Il n'était plus Alexandre Mercier, le magnate de la finance. Il était André Durand, un écrivain inconnu cherchant l'inspiration à Honfleur. Il se leva et marcha jusqu'à la petite fenêtre, l'ouvrant pour laisser entrer la brise matinale qui apportait l'odeur de la mer mêlée à l'arôme du café, frais. En bas, dans la cour intérieure de l'auberge, Sophie arrangeait les tables pour le petit déjeuner, se déplaçant avec l'efficacité de quelqu'un qui était habitué à tout faire seul. André descendit les escaliers en bois qui grinçaient, doucement sous ses pieds. La salle du petit déjeuner était vide, à l'exception d'un couple de personnes âgées
qui conversait à voix basse dans un coin. « Bonjour, monsieur André », salua Sophie avec un sourire chaleureux. « Vous avez bien dormi ?»« Mieux que ces derniers jours, » répondit-il sincèrement. « Et vous pouvez m'appeler simplement André. »« Très bien, André. Le petit déjeuner est servi. Nous avons du pain fait maison, des fruits de la région, un gâteau de maïs et du café fraîchement moulu. » Il se servit et s'assit à une table près de la fenêtre, observant le mouvement des gens dans les rues pavées du centre historique. C'était étrange de ne pas avoir le téléphone qui sonnait constamment, de ne pas avoir besoin de vérifier ses emails toutes les 5 minutes, de ne pas avoir d'assistant et de cadre attendant ses ordres. Le silence était à la fois libérateur. « C'est effrayant. Première fois à Honfleur ?» demanda Sophie, s'approchant pour servir plus de café. « Oui, » mentit-il. En vérité, il y était déjà venu quelques fois, toujours logé dans des resorts exclusifs dans la partie la plus isolée de la côte. Si vous avez besoin de conseils sur les endroits à visiter ou pour travailler sur votre livre, je peux vous aider. Je connais chaque recoin de cette ville. Merci, André fut interrompu par l'arrivée bruyante d'une adolescente qui entra en courant dans la salle. « Maman, Thomas a oublié son travail de géographie et la prof va lui mettre 0 s'il ne le rend pas aujourd'hui. » s'exclama la jeune fille, essoufflée. « Calme-toi, Emma, » dit Sophie, posant la cafetière sur la table. « Bonjour à toi aussi. Et où sont tes manières? Nous avons des clients. » La fille, qui devait avoir environ 13 ans, regarda autour d'elle et sourit, embarrassée. « Désolé, bonjour. »« Bonjour, » répondit André, essayant de ne pas sourire face à la situation. « Le travail est sur la table de sa chambre, » expliqua Sophie. « Tu peux l'apporter à ton frère, mais dis-lui que la prochaine fois, je le laisserai assumer les conséquences. » Emma acquiesça et sortit en courant aussi vite qu'elle était entrée. « Ma fille, » expliqua Sophie avec un soupir. « Les adolescents. Parfois, j'ai l'impression d'avoir 3 emplois. Propriétaire d'auberge, mère et détective privé pour retrouver des objets perdus. » André rit, surpris par sa propre réaction. Cela faisait des semaines qu'il n'avait pas souri sincèrement. « Combien d'enfants avez-vous » demanda-t-il. « 2. Emma, 13 ans, et Thomas, 15 ans. Ils sont la raison de tout ceci. » Elle fit un geste englobant le lieu. « L'auberge était la maison de mes grands-parents. Quand je me suis retrouvé seul avec 2 jeunes enfants, la transformer en commerce semblait la seule issue. Et leur père. Dès qu'il posa la question, André réalisa qu'il était indiscret, ce qui était inhabituel pour quelqu'un qui avait toujours été calculateur et réservé dans ses interactions sociales. « Désolé, je ne voulais pas être intrusif. »« Ce n'est rien, » répondit Sophie s'asseyant en face de lui. Marc était guide touristique, de ceux qui emmènent les touristes en randonnée et aux cascades. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 20 ans. Nous nous sommes mariés rapidement. Nous avons eu les 2 enfants à la suite. Un jour, il a simplement dit qu'il n'était pas fait pour être père ni mari, a fait ses valises et n'est jamais revenu. C'était il y a 8 ans. La sincérité et la force tranquille avec laquelle elle racontait son histoire impressionnèrent André. Dans le monde où il avait vécu, les gens portèrent des masques sociaux, cachèrent leurs faiblesses, mentaient sur leur vie pour paraître plus réussis ou heureux qu'ils ne l'étaient réellement. Ça a dû être difficile, commenta-t-il. Ça l'a été, et ça l'est encore parfois. Elle haussa les épaules. Mais la vie continue, n'est-ce pas? Et vous? Vous avez une famille? Non, répondit-il, revenant instinctivement à la prudence. J'ai toujours été très concentré sur l'écriture. Je n'ai jamais trouvé le temps de fonder une famille. Eh bien, il n'est jamais trop tard, et Honfleur est un bon endroit pour inspirer de nouveaux départs, dit-elle, se levant pour s'occuper des autres clients qui arrivaient pour le petit déjeuner. Dans les jours qui suivirent, André établit une routine. Il passait les matinées à marcher dans la ville, se familiarisant avec les rues, les places, les restaurants et les boutiques. Il observait les touristes, les habitants locaux, essayant d'absorber le rythme plus lent de cet endroit. L'après-midi, il s'asseyait dans un café ou sur la terrasse de l'auberge avec un carnet et un stylo, faisant semblant d'écrire son livre, alors qu'en réalité, il essayait de planifier sa prochaine étape. La vérité était qu'il n'avait pas de plan concret. Il avait quitté Paris avec l'intention de se cacher temporairement, jusqu'à ce que les choses se calment et qu'il puisse contacter son frère, Raphaël, un avocat renommé qui pourrait peut-être l'aider à résoudre légalement la situation.
Mais chaque jour qui passait, l'idée de retourner à son ancienne vie semblait plus lointaine et moins attrayante. Une semaine après son arrivée, alors qu'il était assis dans le petit jardin de l'auberge, Sophie s'approcha avec une expression préoccupée. « André, désolé de vous déranger, mais je dois vous parler. » Il sentit un frisson dans le ventre. Avait-elle découvert qui il était? Les nouvelles de sa disparition étaient-elles parvenues jusqu'ici? « Bien sûr, y a-t-il un problème ?» demanda-t-il, essayant de rester calme. « En fait, oui, elle... » s'assit à côté de lui. « Comme vous avez mentionné que vous resteriez quelques semaines, je voulais être transparente. L'employé qui m'aidait ici à l'auberge vient de démissionner. Elle a trouvé un meilleur emploi au Havre. Je comprends, dit-il, soulagé qu'il ne s'agisse pas de son identité. Et cela affecte-t-il mon séjour d'une quelconque façon? Non, non, mais ce sera plus difficile pour moi de maintenir le même niveau de service tant que je ne trouve pas quelqu'un pour la remplacer. Je pourrais avoir besoin de votre compréhension si quelque chose n'est pas parfait dans les prochains jours. André la regarda, remarquant les cernes qui marquaient son beau visage et la tension dans ses épaules. Une idée absurde surgit dans son esprit. « Peut-être que je pourrais aider », dit-il avant même de traiter complètement ce qu'il proposait. Sophie le regarda avec surprise. « Comment ça? Eh bien, je suis ici sans grand-chose à faire. Pas écrire. Et pour être honnête, parfois j'ai besoin d'une pause pour organiser mes idées. Je peux aider pour des tâches simples, si c'est utile. » Elle fronça les sourcils, clairement confuse face à l'offre. « Vous êtes un client, André. Je ne peux pas vous demander de travailler ici. Je ne le fais pas par obligation. En fait, ce serait bon pour moi aussi. Plus je reste seul avec mes pensées, plus il devient difficile d'écrire, expliqua-t-il, surpris par la sincérité de ses paroles. Même ainsi, je ne pourrais pas... Et si nous faisions un accord? J'aide quelques heures par jour et vous réduisez un peu le prix de ma journée. Ce serait juste pour nous deux. » Sophie l'étudia un moment, comme si elle essayait de déchiffrer ses véritables intentions. Finalement, elle acquiesça lentement. « Si c'est vraiment ce que vous voulez, nous pouvons essayer. Mais dès que cela commencera à gêner votre travail, vous me le dites. »« D'accord, » répondit-il, tendant la main pour sceller l'accord. Quand ses doigts touchèrent les siens, André ressentit quelque chose d'étrange, une sorte de connexion qu'il n'avait pas expérimentée depuis longtemps. En tant qu'homme qui avait passé sa vie à calculer les risques et les bénéfices, analysant les gens comme des pièces sur un échiquier, ce moment de contact humain authentique le prit au dépourvu. Le jour suivant, André commença à aider à l'auberge. Ses premières tâches furent simples: porter les bagages des clients, réparer une étagère cassée, réorganiser le petit dépôt. À sa surprise, il découvrit qu'il y avait quelque chose de satisfaisant à réaliser des travaux manuels, à voir le résultat immédiat de ses efforts. Un après-midi, alors qu'il aidait à servir le café à un groupe de touristes, il entendit des fragments d'une conversation. « Vous avez vu les nouvelles sur ce scandale financier à Paris? Le type a simplement disparu avec des millions. J'ai entendu dire qu'il s'est enfui à l'étranger, l'Espagne peut-être. Où qu'il soit, il doit rire de nous tous maintenant, vivant comme un roi aux dépens des autres. » André sentit son estomac se retourner. Il laissa le plateau dans la cuisine et sortit dans la cour ayant besoin d'air. La réalité de sa situation le frappa de plein fouet. Pendant qu'il construisait cette nouvelle routine paisible à Honfleur, son nom était traîné dans la boue, sa réputation détruite. Et le pire, Étienne n'avait certainement pas renoncé à le retrouver. « Tout va bien ?» La voix de Sophie le ramena au présent. Elle se tenait à la porte de la cuisine, l'observant avec inquiétude. « Oui, » mentit-il, « j'avais juste besoin d'un peu d'air. Vous êtes sûr? Vous semblez pâle. »« C'est juste la chaleur. » Il força un sourire. « Je crois que je ne me suis pas encore habitué au climat d'ici. » Sophie ne semblait pas convaincue, mais respecta son espace. « Si vous avez besoin de parler, je suis là. Parfois, partager ce qui nous afflige aide à porter le poids. » Tandis qu'elle retournait à l'intérieur, André réalisa qu'il devenait de plus en plus difficile de maintenir sa façade. La cohabitation quotidienne avec Sophie et ses enfants faisait quelque chose en lui, brisant les barrières qu'il avait toujours maintenues érigées. Et cela l'effrayait plus que la possibilité d'être découvert. 2 semaines s'étaient écoulées depuis qu'André avait commencé à aider à l'auberge. Ce qui avait commencé comme un simple échange de services
s'était rapidement transformé en quelque chose de plus. À la surprise de Sophie, il démontrait une capacité impressionnante à résoudre des problèmes et à optimiser les processus, même dans les tâches les plus simples. « Vous là, êtes sûr que vous êtes écrivain ?» demanda-t-elle sur un ton de plaisanterie, tout en observant André réorganiser le petit système de réservation de l'auberge, transformant le carnet manuscrit en une feuille de calcul numérique sur l'ordinateur. « Pourquoi ce doute ?» répondit-il, sans détourner les yeux de l'écran. « Parce que vous comprenez l'administration comme peu de gens. Hier, je vous ai vu expliquer à Thomas comment calculer la marge bénéficiaire du jus de cassis qu'il veut vendre à la foire. À des sciences. » André sourit, essayant de dissimuler la fierté qu'il ressentit en entendant cela. « Disons que j'ai eu quelques expériences dans les affaires avant de me consacrer à la littérature. Eh bien, quel que soit votre passé, je suis heureuse que vous partagiez ces connaissances avec mes enfants. Thomas ne cesse de parler de la façon dont vous avez expliqué le concept d'offre et de demande en utilisant l'exemple des artisanats, de la place. » C'était vrai. Ces derniers jours, André s'était rapproché non seulement de Sophie, mais aussi de ses enfants. Thomas, l'adolescent timide et studieux, avait trouvé en lui une figure masculine qu'il n'avait jamais eue, le bombardant de questions sur l'économie, la technologie et le monde des affaires. Emma, plus extravertie et artistique, avait d'abord montré de la résistance, mais avait commencé à s'ouvrir après qu'André ait sincèrement complimenté ses dessins et suggéré qu'elle pourrait les transformer en souvenirs pour les touristes. Ils sont formidables, Sophie. Vous avez fait un travail incroyable en les élevant seuls. Elle rougit légèrement au compliment. J'ai fait ce que n'importe quelle mère ferait, mais merci. Un silence confortable s'établit entre eux, rempli seulement par le son des touches de l'ordinateur et le chant des oiseaux dans le jardin. André se permit, pour un moment, d'imaginer ce que ce serait si c'était sa vie réelle. L'auberge confortable, la routine tranquille, la compagnie de Sophie et ses enfants. C'était une pensée dangereuse, il le savait, mais de plus en plus fréquente. « André !» Sophie rompit le silence, hésitante. « Demain, c'est l'anniversaire de Thomas. Nous allons faire un petit barbecue dans la cour. Juste nous, mon père et quelques amis proches. Aimeriez-vous venir? Je sais que ce n'est pas exactement l'environnement idéal pour un écrivain qui cherche la tranquillité, mais... » « J'adorerais, » l'interrompit-il, surpris par la rapidité et la sincérité de sa réponse. Le sourire qui illumina le visage de Sophie fit accélérer son cœur d'une manière qui ne s'était pas produite depuis des années. Le lendemain matin, André se réveilla tôt et descendit pour aider aux préparatifs. Il trouva Sophie dans la cuisine, déjà occupée à préparer une mayonnaise maison. « Bonjour, vous n'aviez pas besoin de vous lever si tôt, » dit-elle, les cheveux attachés dans un foulard coloré. « Je veux aider. Que puis-je faire? » « Vous pouvez commencer par couper ces oignons et tomates pour la vinaigrette. » Elle pointa les ingrédients disposés sur le comptoir. Tandis qu'ils travaillaient côte à côte dans la petite cuisine, André remarqua comment leurs mouvements se synchronisaient, naturellement, comme s'ils avaient fait cela ensemble des centaines de fois. « Vous ne m'avez jamais raconté pourquoi vous avez choisi d'être écrivain, » commenta Sophie tout en assaisonnant la viande pour le barbecue. La question le prit au dépourvu. Son histoire inventée sur le fait d'être un écrivain en quête d'inspiration avait fonctionné jusqu'à présent, mais plus il passait de temps avec Sophie, plus il se sentait mal à l'aise avec ce mensonge. « J'ai toujours aimé créer des histoires, » improvisa-t-il. « Mais avant, j'ai essayé de suivre un chemin plus conventionnel. J'ai travaillé dans le marché financier pendant de nombreuses années. » « Et qu'est-ce qui vous a fait tout abandonner pour écrire ?» André arrêta ce qu'il faisait et la regarda. Il y avait quelque chose dans les yeux de Sophie qui l'invitait à s'ouvrir, à faire confiance. « J'ai réalisé que je vivais une vie qui n'était pas vraiment la mienne, » répondit-il, surpris par la vérité dans ses paroles. « J'étais entouré de personnes, mais complètement seul. J'avais de l'argent, du statut, mais aucune connexion réelle avec rien ni personne. » Sophie acquiesça, compréhensive. Parfois, la vie nous mène sur des chemins qui semblent avoir du sens sur le moment, mais qui nous éloignent de qui nous sommes réellement. « Exactement, » convint-il, embrassant doucement ses lèvres. « Concentrons-nous sur ce que nous pouvons contrôler maintenant. » Ils descendirent ensemble pour le petit déjeuner où Thomas était déjà assis, feuilletant un livre de mathématiques. L'adolescent
leva les yeux quand ils entrèrent, son regard s'attardant sur André avec une intensité qui ne passa pas inaperçue. « Bonjour, champion » salua André, essayant d'agir normalement. « Tu étudies tôt ?»« J'ai un examen vendredi » répondit Thomas, sèchement, reportant son attention sur le livre. Sophie lança un regard interrogateur à son fils. « Tout va bien, Thomas ?»« Tout va très bien, » répondit-il sans lever les yeux. « Je suis juste concentré. » André et Sophie échangèrent des regards préoccupés. Ces derniers jours, le comportement de Thomas avait changé. Le garçon, normalement, enthousiaste et bavard, surtout avec André, était devenu plus renfermé, presque méfiant. « Si tu as besoin d'aide avec les mathématiques, je suis disponible », offrit André, se servant du café. Thomas acquiesça simplement, toujours sans le regarder. Sophie était sur le point d'insister quand Emma entra en courant dans la salle, agitée comme toujours. « Maman, André, vous ne croirez pas. La prof d'art a adoré mon projet de souvenir. Elle a dit que j'ai un talent commercial et artistique. » L'enthousiasme de la jeune fille était contagieux, brisant momentanément la tension dans l'environnement. André sourit sincèrement, fier. C'était lui qui avait suggéré qu'Emma transforme ses dessins en petits souvenirs. Aimants de réfrigérateur, marque-pages et cartes postales avec des scènes de Honfleur. Après avoir remarqué le talent de la fille pour capturer l'essence de la ville historique en traits simples mais expressifs. « C'est incroyable, Emma !» s'exclama-t-il, ouvrant les bras pour l'accueillir dans une étreinte qu'elle accepta rapidement. « Je savais que tu y arriverais. » Elle a dit que je pourrais même vendre au marché artisanal à la fin du mois. J'ai juste besoin de matériel pour en faire plus. « On peut résoudre ça, » assura Sophie, échangeant un sourire complice avec André. « Je suis très fière de toi, ma fille. » Le reste du petit déjeuner se déroula dans une ambiance plus légère, avec Emma dominant la conversation avec ses plans ambitieux pour sa petite entreprise artistique. Thomas resta silencieux, mais André remarqua que le garçon l'observait occasionnellement quand il pensait que personne ne faisait attention. Après le petit déjeuner, tous se consacrèrent aux préparatifs finaux pour l'arrivée du groupe d'entreprise. André supervisait l'installation d'une petite station de travail dans le salon principal, avec imprimante, ordinateur portable et Wi-Fi renforcé, un investissement que Sophie avait fait, faisant confiance à sa vision pour l'avenir de Menstis l'auberge. En milieu d'après-midi, alors qu'il ajustait la connexion Internet, André fut surpris par Thomas, qui entra silencieusement dans le salon et ferma la porte derrière lui. « Nous devons parler », dit l'adolescent, avec un sérieux qui ne correspondait pas à ses 15 ans. « Bien sûr, Thomas. Un problème avec le projet de science ? Ce n'est pas à propos du projet. C'est à propos de vous, ou devrais-je dire, à propos d'Alexandre Mercier. » Le monde sembla se figer autour d'eux. André sentit le sang quitter son visage, tandis qu'il regardait le garçon qui, il le réalisait maintenant, en savait beaucoup plus qu'il ne le devrait. « Comment ? J'ai lu votre journal, » admit Thomas sans hésitation. « Je sais que je n'aurais pas dû, mais j'ai entendu vous et ma mère parler de faux documents et de quelqu'un qui vous recherche. J'étais inquiet. » André passa la main dans ses cheveux, essayant de traiter ce qui se passait. « Thomas, ma mère est au courant ?» interrompit le garçon. « Oui, elle est au courant. Je lui ai dit la vérité il y a 2 semaines. » Thomas acquiesça lentement, comme s'il confirmait quelque chose qu'il soupçonnait déjà, et elle a décidé de vous aider, typique d'elle. « Ta mère est une femme extraordinaire, » convint André, encore incertain sur la façon de gérer la situation. « Thomas, je sais que tu dois être confus et probablement en colère parce que j'ai menti, mais vous l'aimez vraiment ?» coupa l'adolescent, le regardant directement dans les yeux. « Ma mère. C'est réel ou juste une partie de votre déguisement ?» La question, directe et sans détour, prit André par surprise. Mais la réponse vint facilement, sans besoin de réflexion. « C'est réel, Thomas. Plus réel que tout ce que j'ai jamais ressenti. J'aime ta mère, et je me soucie profondément de toi et d'Emma aussi. » Le garçon l'étudia pendant un long moment, comme s'il évaluait la sincérité de ses paroles. « Dans votre journal, vous avez écrit que vous vous sentez plus vivant en réparant des choses ici et en m'enseignant les mathématiques que lorsque vous étiez un homme d'affaires riche. C'est vrai ?» « Chaque mot, » confirma André, ému de réaliser que Thomas avait vraiment lu ses réflexions les plus intimes. « J'ai découvert ici,
avec vous, ce qui compte vraiment dans la vie. Ce type Étienne est vraiment dangereux. J'en ai peur, c'est pourquoi je suis inquiet. Pour vous. S'il me trouve ici, je comprends. Thomas sembla réfléchir profondément. Vous n'allez pas fuir et laisser ma mère, n'est-ce pas? Comme mon père l'a fait. La question frappa André comme un coup de poing dans l'estomac. Bien sûr, ce serait la préoccupation du garçon. Ayant été abandonné une fois, il craignait que cela ne se reproduise. Non, Thomas, répondit-il fermement. Je ne vais pas vous abandonner. Nous affrontons cela ensemble, ta mère et moi, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger cette famille. Le mot « famille » flotta entre eux, chargé de signification. Thomas acquiesça lentement, semblant finalement parvenir à une décision. « D'accord, je vais vous faire confiance, mais si vous faites du mal à ma mère ou à Emma d'une quelconque façon, tu as ma parole, Thomas, et merci de ne pas la voir. » Dis à ta sœur. Elle est trop jeune pour porter ce genre de préoccupation. Elle vous aime beaucoup, commenta Thomas, maintenant plus détendu. Elle pense que vous êtes formidable depuis que vous l'avez aidée avec son projet d'art. Elle est spéciale, vous l'êtes tous les deux. Un silence confortable s'établit entre eux, une nouvelle compréhension mutuelle qui allait au-delà des mots. Finalement, Thomas sourit légèrement. « Alors, vous allez toujours m'aider avec cette formule d'intérêt composée pour le projet ?»« Bien sûr, » répondit André, ressentant un immense soulagement. « Quand tu veux. » Le garçon acquiesça et sortit de la salle, laissant André avec une étrange sensation d'avoir juste passé une sorte de test et, apparemment, de l'avoir réussi. Plus tard, quand il raconta à Sophie sa conversation avec Thomas, elle ne sembla pas aussi surprise qu'il l'attendait. Je soupçonnais qu'il pouvait avoir découvert quelque chose, admit-elle. Thomas a toujours été observateur, et ces dernières semaines, il agissait étrangement quand vous étiez à proximité. Vous n'êtes pas fâché qu'il ait lu mon journal? Je devrais l'être, mais je comprends pourquoi il l'a fait. Il protégeait la famille. C'est ce qu'il essaie toujours de faire depuis que son père est parti. André acquiesça, comprenant mieux maintenant le comportement de l'adolescent. C'est un garçon incroyable, Sophie, courageux, intelligent, loyal. Comme sa mère, plaisanta-t-elle, mais ses yeux brillaient de fierté. Exactement comme sa mère, convint-il, l'attirant près de lui. Cette nuit-là, malgré la pluie qui tombait maintenant fortement dehors, il y avait une sensation de calme dans l'auberge. Une tempête avait été évitée, la méfiance de Thomas transformée en une alliance prudente. Mais aucun d'eux n'imaginait qu'une tempête bien plus grande approchait. Le lendemain matin, le groupe d'entreprise arriva comme prévu, 12, cadres d'une entreprise de technologie de Paris, enthousiastes à l'idée d'une retraite dans un environnement historique et tranquille. Sophie les accueillit avec son hospitalité caractéristique, tandis qu'André, dans le rôle d'André, l'assistant de l'auberge, s'occupait de la logistique et des besoins techniques. La journée se déroula sans problème, le groupe alternant, entre des sessions de travail dans le salon adapté et des moments de loisirs explorant la ville. André fut surpris par la facilité avec laquelle il assuma le rôle d'hôte, orientant les cadres sur les attractions locales, les restaurants recommandés, et même donnant quelques conseils d'affaires lorsque le sujet surgissait naturellement. « Vous êtes un hôte formidable », commenta Sophie, quand ils eurent enfin un moment seuls après le dîner. « Ils adorent vos insights. J'applique simplement ce que j'ai appris ces dernières années, mais d'une manière plus humaine, » répondit-il souriant. « Je crois que vous avez finalement trouvé votre vocation, le taquina-t-elle. » Ils étaient loin d'imaginer que, pendant qu'ils conversaient, une voiture sombre se garait à quelques pâtés de maison de l'auberge. 3 hommes en descendirent, regardant discrètement autour d'eux, avant de se diriger vers un petit hôtel à proximité. L'un d'eux était Étienne Moreau. Le lendemain matin se leva ensoleillé, comme si la tempête de la nuit précédente avait lavé toute la tension de l'air. Le groupe d'entreprise commença tôt ses activités et l'auberge bouillonnait d'une énergie productive que Sophie n'avait jamais expérimentée auparavant. « C'est incroyable », commenta-t-elle avec André, tandis qu'ils observaient le mouvement depuis le comptoir de la réception. « Si nous pouvons avoir plus de groupes comme celui-ci, nous pouvons vraiment transformer l'entreprise. Et nous y arriverons, garantit-il. Votre père m'a dit qu'il a un ami qui organise des retraites de yoga. Nous pourrions adapter cet espace dans la cour, près du Mirabellier. » Toujours à penser en avance, n'est-ce pas? Elle sourit,
se penchant pour l'embrasser rapidement. C'est à ce moment que la porte de l'auberge s'ouvrit et André sentit son cœur s'arrêter. Un homme grand d'environ 50 ans, cheveux grisonnants bien taillés et costume impeccable, entra en regardant autour de lui avec un intérêt étudié. Même sans l'avoir vu depuis des mois, André reconnaîtrait Étienne Moreau n'importe où. « Bonjour. » salua Étienne, s'approchant du comptoir avec un sourire poli. « Quelle charmante auberge !» Sophie, sans remarquer le soudain pâlissement d'André, répondit professionnellement. « Merci. Puis-je vous aider ?»« J'espère que oui, » répondit Étienne, ses yeux maintenant fixés sur André. « Je cherche un vieil ami. Je crois qu'il pourrait être logé ici. » Avant que Sophie ne puisse répondre, André fit un pas en avant. « Sophie, pourquoi n'allez-vous pas vérifier si le groupe a besoin de quelque chose pour la pause café? Je m'occupe de monsieur. » Elle hésita, remarquant finalement la tension dans l'air, la posture rigide d'André, le regard intense du visiteur. « Vous êtes sûr ?»« Absolument, » répondit-il sans détourner les yeux d'Étienne. À contre-cœur, Sophie s'éloigna, lançant un dernier regard préoccupé avant d'entrer dans le salon où le groupe de cadres travaillait. Dès qu'ils furent seuls, le sourire d'Étienne s'élargit, mais n'atteignit pas ses yeux froids. « Alexandre, ou devrais-je dire André, quel charmant décor vous avez trouvé pour vous cacher. Très différent de votre ancien style, je dois l'admettre. »« Que voulez-vous, Étienne » demanda André, gardant la voix basse, conscient des clients à proximité. « Eh bien, je suis venu voir comment va mon ancien partenaire, » répondit Étienne, feignant la surprise. « Après que vous ayez disparu si soudainement, j'étais inquiet. Nous l'étions tous. »« J'en suis certain, » répondit André sarcastiquement, « surtout après que vous ayez monté ce stratagème pour m'incriminer. » Étienne rit doucement. « Toujours ? Si dramatique. Je n'ai rien monté, mon ami, j'ai simplement réalloué certaines responsabilités. Et ça a parfaitement fonctionné, n'est-ce pas? Vous êtes ici, caché dans une petite auberge de province, tandis que je gère ce qui reste de notre empire. Ce qui reste? D'après ce que j'ai entendu, les actions ont plongé après le scandale. Un contretemps temporaire. » Étienne haussa les épaules. « Mais je ne suis pas venu discuter affaires. Je suis venu avec une proposition. » André croisa les bras, méfiant. « Quel genre de proposition? » ?»« Simple. J'ai des documents qui prouvent votre participation active dans certaines opérations douteuses, des opérations que vous avez commodément oubliées quand vous avez décidé de me jeter au loup. » « C'est un mensonge. Je n'ai jamais autorisé les fraudes que vous avez commises. »« Peut-être pas explicitement, » concéda Étienne. « Mais votre signature se trouve à suffisamment d'endroits pour rendre cette distinction sans importance pour les autorités. À moins, bien sûr, que ces documents ne disparaissent. »« Et que voulez-vous en échange ?» demanda André, bien qu'il soupçonna déjà la réponse. « Votre part dans l'entreprise, totale et complète. Vous me signez tout, je détruis les preuves, et vous pouvez continuer votre nouvelle vie idyllique avec la propriétaire de l'auberge et ses enfants. » La mention de Sophie et des enfants envoya un frisson le long de la colonne vertébrale d'André. « Vous les laisseriez en paix ?»« Pourquoi pas ?» Étienne sourit froidement. « Je n'ai aucun intérêt pour les auberges au bord de mer ou les familles heureuses. Mon affaire, c'est l'argent, Alexandre. Ça l'a toujours été. Comment puis-je savoir que je peux vous faire confiance ? » « Vous ne pouvez pas, » admit Étienne. « Mais quel choix avez-vous ? Votre frère fait des efforts, je dois l'admettre. Mais il ne trouvera rien de substantiel à temps pour m'empêcher de terminer ce que j'ai commencé. » À ce moment, la porte du salon s'ouvrit et Sophie revint, suivie par Thomas. L'adolescent regardait Étienne avec une méfiance évidente. « Tout va bien ici ?» demanda Sophie, se positionnant de manière protectrice à côté d'André. « Parfaitement, » répondit Étienne avec son sourire répété. « Juste en train de se remémorer le bon vieux temps avec mon ami Oups, Alexandre. » Thomas fit un pas en avant, surprenant tout le monde. « Vous êtes Étienne, » dit-il, non comme une question, mais comme une accusation. L'homme qui essaie de l'incriminer. Étienne haussa les sourcils, sincèrement surpris. « Je vois que toute la famille est au courant de la situation. Intéressant. »« Je pense que vous avez dit ce que vous êtes venu dire, » intervint Sophie avec une fermeté qui impressionna André. « Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, nous avons des clients à servir. » Étienne étudia la femme devant lui avec un nouvel intérêt. « Bien sûr, je ne veux pas gêner les affaires.
Alexandre, vous avez 48 heures pour considérer ma proposition. Je suis logé à l'hôtel Marée Haute, pas très loin d'ici. » Avec un dernier sourire froid, il se retourna et sortit, laissant derrière lui un silence pesant. « C'était lui ?» demanda Sophie dès que la porte se referma. « Oui », confirma André, se sentant simultanément épuisé et alerte. « Et il n'est pas seul. Étienne ne va jamais nulle part sans ses hommes de main. »« Que voulait-il » demanda Thomas, sa voix plus ferme qu'André ne l'aurait attendu d'un adolescent dans une telle situation. « Il veut que je lui cède ma part dans l'entreprise en échange de la destruction des preuves contre moi, » expliqua André, voyant peu de sens à cacher la vérité maintenant. « Et vous allez accepter » demanda Sophie. « Je ne sais pas, » admit-il honnêtement. « Si cela garantit votre sécurité... »« Non, » interrompit Thomas, surprenant à nouveau les adultes. « Vous ne pouvez pas faire ça, il bluffe. S'il avait des preuves réelles contre vous, il les aurait déjà remises à la police. » André regarda le garçon avec admiration. « Tu es très perspicace pour ton âge. Ce n'est pas de la perspicacité, » répondit Thomas. « C'est de la simple logique. » Et en plus, il hésita brièvement. « J'ai lu dans votre journal que vous avez aussi quelques preuves contre lui. Quelque chose à propos d'une clé USB cachée. »« Thomas !» s'exclama Sophie, choquée par l'invasion de la vie privée. « Ce n'est rien, » assura André. « Il a raison. J'ai une clé USB avec quelques emails et documents qui incriminent Étienne. Rien de concluant, mais suffisant pour soulever de sérieux doutes. Elle est cachée dans l'appartement de mon frère. »« Alors appelez votre frère, » suggéra Thomas, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. « Demandez-lui d'aller chercher la clé USB. » Sophie et André se regardèrent, tous deux impressionnés par la clarté de pensée de l'adolescent. « Si, n'est pas si simple, » expliqua André. « Étienne surveille probablement Raphaël. Si mon frère va soudainement à mon ancien appartement... » « Et si quelqu'un d'autre y allait, » suggéra Sophie. « Quelqu'un qu'Étienne ne connaît pas et ne surveille pas. Comme qui ?» Les yeux de Sophie brillèrent de détermination. « Comme moi. » Pas question, la réponse d'André fut immédiate et catégorique. « C'est trop dangereux, Sophie. Étienne a des gens qui surveillent à mon appartement, j'en suis sûr. »« Il doit surveiller les endroits évidents, » argumenta-t-elle. « Votre appartement, votre bureau, peut-être la maison de votre frère. Mais personne ne remarquera une femme inconnue, une simple propriétaire d'auberge de Honfleur. »« Maman ?» Un Thomas semblait partagé entre l'admiration pour le courage de sa mère et la peur de ce qui pourrait arriver. « C'est trop risqué, » insista André. « Je ne peux pas vous laisser vous impliquer dans cette histoire. »« Je suis déjà impliqué, » répondit Sophie, avec une détermination qui n'admettait pas de contestation. « Au moment où vous êtes entré par la porte de mon auberge, au moment où nous avons décidé d'affronter cela ensemble, et je ne vais pas rester les bras croisés pendant que cet homme essaie de détruire ce que nous construisons, André. » La regarda partagée entre la fierté pour la force de cette femme et la terreur de la voir en danger à cause de lui. « Nous avons besoin d'un meilleur plan, » intervint Thomas, étonnamment pragmatique. « Aller là-bas sans préparation adéquate serait imprudent. » Sophie et André regardèrent l'adolescent, momentanément déconcerté par sa maturité. « Il a raison, » convint André finalement. « Nous devons être stratégiques. » À ce moment, ils furent interrompus par l'un des cadres qui sortait de la salle de réunion. Immédiatement, ils reprirent leur posture professionnelle. Sophie demandant si le groupe avait besoin de quelque chose, André s'offrant pour appeler un taxi pour ceux qui souhaitaient explorer la ville. Ce n'est que beaucoup plus tard, après le dîner, quand les clients se furent retirés et qu'Emma dormait déjà, qu'ils purent reprendre la conversation. Assis sur la terrasse de l'auberge, avec seulement la faible lumière d'une lanterne ancienne, ils discutaient à voix basse des possibilités. « Et si nous demandions l'aide de votre père, » suggéra André à Sophie, « il pourrait rester avec les enfants pendant que nous allons à Paris. »« Nous » questionna-t-elle, haussant un sourcil. « Si vous insistez pour y aller, je ne vous laisserai pas seul, » déclara-t-il. « Pouvons-nous faire confiance à M. Bernard pour s'occuper de l'auberge et des enfants pendant un jour ou deux ? » « Et Raphaël ?» demanda Thomas, qui les avait rejoints avec la permission réticente de sa mère. « Il ne pourrait pas simplement nous envoyer la clé USB ?»« Trop risqué, » répondit André. « Comme je l'ai dit, Étienne surveille probablement les communications de Raphaël. Tout mouvement suspect attirerait l'attention. »« Alors nous allons à Paris, »
décida Sophie. Demain, le groupe d'entreprise part pour une excursion en bateau qui va durer toute la journée. Nous pouvons prendre le premier train, régler cette affaire et revenir le jour suivant. Et que dirons-nous à Emma? S'inquiéta Thomas. Que nous devons régler quelques détails avec des fournisseurs à Paris pour l'auberge, répondit Sophie. Ce n'est pas exactement un mensonge. Le plan prit forme au cours de la nuit. Raphaël serait prévenu par un code préalablement établi entre les frères, un message apparemment décontracté sur une réunion d'anciens élèves du lycée où ils avaient étudié. Il comprendrait et fournirait la clé de l'appartement d'Alexandre, qui serait caché dans un endroit spécifique, au cabinet d'avocat. « Vous avez pensé à tout », commenta Thomas, impressionné. « Des années de négociations compliquées m'ont appris à anticiper les problèmes », expliqua André. Puis, regardant directement le garçon, il ajouta « Thomas, j'ai besoin que tu me promettes quelque chose d'important. »« Quoi ?»« Si quelque chose se passe mal, si nous ne revenons pas dans le temps prévu, tu dois appeler ce numéro. » André écrivit sur un papier et le donna à l'adolescent. « C'est le téléphone personnel de mon frère. Dis-lui exactement ce qui s'est passé. » Thomas acquiesça solennellement, comprenant la gravité de la situation. « Je vais m'occuper d'Emma et de Papy. Vous pouvez me faire confiance. »« Nous savons que nous le pouvons, » sourit Sophie, embrassant son fils avec fierté. Le lendemain matin, après avoir expliqué la situation à M. Bernard, omettant les détails les plus dangereux, et fait leurs adieux à une Emma somnolente qui enregistra, à peine leur départ, André et Sophie embarquèrent dans le premier train pour Paris. Le voyage d'environ 2 heures se passa en partie dans un silence tendu, en partie à planifier chaque détail de l'opération. « Comment est votre appartement ?» demanda Sophie. À un moment donné, essayant de visualiser la cachette de la clé USB. « Trop grand pour une seule personne », répondit André avec un sourire autodépréciatif. « Duplex en attique dans le 8e arrondissement, vue sur les Champs-Élysées. » « Waouh !» elle rit doucement. « Bien différent de votre chambre à l'auberge, et beaucoup moins confortable, » ajouta-t-il, tenant sa main. « Je ne me suis jamais vraiment senti chez moi là-bas. » En arrivant à Paris, ils prirent des taxis séparés jusqu'au cabinet de Raphaël, prenant soin de ne pas être vus ensemble dans un environnement où André pourrait être reconnu, même avec la barbe et les lunettes de soleil qu'il portait maintenant comme déguisement. Le cabinet Mercier Avocat occupait 2 étages d'un élégant immeuble commercial dans le quartier des Champs-Élysées. Sophie entra en premier, se présentant à la réception comme une cliente potentielle intéressée par le droit des affaires. Pendant qu'elle attendait, elle localisa discrètement le vase près de la fontaine à eau où, selon le plan, serait cachée la clé de l'appartement d'Alexandre. 20 minutes plus tard, utilisant l'excuse d'avoir besoin de boire de l'eau, elle réussit à récupérer la petite enveloppe cachée entre le vase et le mur. Elle remercia la réceptionniste, prétendit avoir besoin de vérifier quelques documents avant de prendre un rendez-vous formel, et sortit. André l'attendait dans un café à 2 pâtés de maison, anxieux. « Vous avez réussi ?» demanda-t-il. Dès qu'elle s'assit à sa table. « Mission accomplie » répondit Sophie, lui passant discrètement l'enveloppe sous la table. « Et maintenant ?»« Maintenant vient la partie la plus difficile » dit-il, mettant l'enveloppe dans la poche intérieure de sa veste. Entrer dans l'appartement sans être remarqué. L'immeuble où vivait Alexandre était l'une des constructions les plus luxueuses de la ville, avec une sécurité rigoureuse et des portiers qui le reconnaîtraient certainement, malgré le déguisement. Pour cette raison, ils avaient prévu d'entrer par le garage, en utilisant la clé d'accès qui était également dans l'enveloppe. Un taxi les déposa à un pâté de maison de l'immeuble. Ils marchèrent séparément, André quelques mètres devant, Sophie le suivant discrètement. Quand ils arrivèrent à l'entrée du garage, ils attendirent qu'une voiture entre et, profitant du moment où la porte était ouverte, ils se glissèrent, rapidement à l'intérieur. « Jusqu'ici, tout va bien », murmura André, tandis qu'ils marchaient rapidement entre les voitures de luxe stationnées. L'ascenseur de service est dans cette direction. Ils réussirent à atteindre l'ascenseur sans être vus et montèrent directement au dernier étage. Le cœur de Sophie battait rapidement, en partie par peur, en partie par l'adrénaline de la situation, quelque chose de complètement différent de sa routine tranquille à Honfleur. L'appartement d'Alexandre occupait tout l'étage supérieur de l'immeuble. Quand ils ouvrirent la porte, Sophie ne put éviter un soupir d'admiration,
C'était spacieux et décoré avec un minimalisme élégant, meubles design, œuvres d'art contemporain, d'immenses fenêtres en verre révélant une vue panoramique sur la ville. « Vous avez vraiment laissé tout cela derrière vous, commenta-t-elle, regardant autour d'elle. « Et je ne le regrette pas le moins du monde, répondit-il, tenant sa main. « Allons-y. La clé USB est cachée dans le bureau. » Le bureau était une pièce tout aussi impressionnante, avec un mur entier de livres, un bureau en bois sombre et un fauteuil en cuir qui semblait n'avoir jamais été utilisé. André alla directement vers une petite sculpture abstraite sur le bureau, une pièce en bronze qui, lorsqu'elle était manipulée correctement, révélait un compartiment secret dans sa base. « La voici, » dit-il, triomphant, tenant une petite clé USB argentée. « Toutes les preuves dont nous avons besoin contre Étienne. » À ce moment, ils entendirent un bruit à la porte d'entrée. Quelqu'un entrait dans l'appartement. Ils échangèrent des regards alarmés. Il n'y avait pas de temps pour fuir ou se cacher. La porte du bureau s'ouvrit et à leur choc et soulagement, c'était Raphaël qui entrait. « J'ai imaginé que vous seriez ici, » dit l'avocat, fermant la porte derrière lui. « Vous deux devez apprendre à être plus discrets. Le portier m'a appelé dès qu'il a identifié Alexandre sur les caméras de sécurité. »« Raphaël », Alexandre embrassa brièvement son frère. « Voici Sophie. »« La fameuse propriétaire d'auberge, » sourit Raphaël, lui tendant la main. « Mon frère m'a beaucoup parlé de vous. »« Le plaisir est le mien, » répondit Sophie, impressionnée par la formalité et l'élégance de l'homme devant elle, si différent et en même temps si semblable à Alexandre. « Vous avez pris la clé USB ?» demanda Raphaël, revenant rapidement au sujet principal. « Oui, » Alexandre montra le dispositif. « Tout est ici. Les emails entre Étienne et ses investisseurs d'Asie, les documents avec des signatures falsifiées, tout. »« Parfait !» Raphaël acquiesça satisfait. « Parce que j'ai des nouvelles importantes. Un des collaborateurs d'Étienne a décidé de coopérer avec nous. Il a fourni des documents prouvant qu'il a manipulé des preuves contre vous. »« C'est incroyable !» s'exclama Alexandre, sentant une vague d'espoir pour la première fois depuis des mois. « Ce n'est pas encore suffisant pour nettoyer complètement votre nom, » avertit Raphaël, « mais combiné avec ce qui est sur cette clé USB, nous pouvons au moins créer des doutes raisonnables sur les accusations les plus graves. »« Et concernant Étienne ?» demanda Sophie. « Il était à l'auberge hier menaçant Alexandre. »« Étienne joue son dernier bluff, » expliqua Raphaël. « Il sait que nous rassemblons des preuves. C'est pourquoi il est venu vous voir, essayant de faire pression avant de perdre tout son avantage. »« Et maintenant, » demanda Alexandre, « quelle est la prochaine étape ?»« Maintenant, nous allons à la police judiciaire, » répondit Raphaël, avec la détermination caractéristique des frères. « Mercier. Avec ces preuves, nous pouvons au moins garantir que vous aurez une audience équitable, au lieu d'être automatiquement considéré comme coupable. » La perspective était à la fois effrayante et porteuse d'espoir. Cela signifiait qu'Alexandre devrait sortir de l'ombre, affronter publiquement les accusations, peut-être passer par un long processus judiciaire. Mais cela signifiait aussi une chance de laver son nom, de reconstruire sa vie, non pas comme le magnate financier qu'il était autrefois, mais comme l'homme qu'il était devenu à Honfleur. « Avant d'y aller, » dit Alexandre, prenant la main de Sophie, « il y a quelque chose d'important que je dois récupérer. » Il la conduisit jusqu'à la chambre principale, un autre espace spacieux et élégant, dominé par un lit king-size jamais défait. Il ouvrit le dressing et, au fond, révéla un coffre-fort encastré dans le mur. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda. Sophie, confuse. « Tout ce que je possède n'est pas investi dans l'entreprise, » expliqua-t-il, tapant la combinaison. « J'ai toujours gardé des réserves personnelles, séparées des affaires. » Le coffre s'ouvrit, révélant plusieurs dossiers de documents, quelques liasses d'argent et, à la surprise de Sophie, une petite boîte en velours. « Cette boîte est ici depuis des années, » dit Alexandre, la prenant avec soin. « Elle appartenait à ma grand-mère. Elle disait toujours que je ne devrais la donner qu'à la femme que j'aimerais vraiment. » Le cœur de Sophie s'accéléra quand il ouvrit la boîte, révélant une délicate bague en or, avec une seule perle, entourée de petits diamants. « Je sais que ce n'est pas le moment idéal, ni l'endroit, » continua-t-il, sa voix étranglée par l'émotion. « Et je sais que nous avons beaucoup à résoudre avant de pouvoir penser à un quelconque avenir ensemble. Mais je veux que vous sachiez, Sophie, que vous avez changé ma vie.
Vous m'avez montré ce qui compte vraiment. Et si un jour, après ce que tout ceci soit passé, vous m'acceptez, je veux construire une vie avec vous et vos enfants. » Des larmes brillaient dans les yeux de Sophie. « Vous choisissez les moments les plus insolites pour des déclarations importantes, vous savez ?» rit-elle entre les larmes. « D'abord, vous me dites que vous êtes un fugitif après m'avoir embrassé, et maintenant vous me demandez pratiquement en mariage au milieu d'une opération secrète. » Alexandre rit aussi, soulagé par sa réaction. « Alors, c'est un peut-être, c'est un survivons. D'abord à cette journée, et ensuite nous parlerons de l'avenir, » répondit-elle, mais ses yeux en disaient beaucoup plus. Il rangea la boîte dans sa poche, avec quelques documents importants du coffre, et ensemble, ils retournèrent là où Raphaël les attendait, déjà impatient. « Pouvons-nous y aller maintenant ?» demanda l'avocat, consultant sa montre. « Nous sommes prêts, » répondit Alexandre avec une nouvelle détermination. Les trois sortirent de l'appartement et descendirent jusqu'au garage où la voiture de Raphaël les attendait. Ils étaient sur le point d'entrer quand ils furent surpris par Étienne, accompagné de deux hommes à l'apparence intimidante. « Je savais que je vous trouverais ici, » dit Étienne avec un sourire froid. « Toujours si prévisible, Alexandre. »« C'est fini, Étienne, » répondit Alexandre, se positionnant de manière protectrice devant Sophie. « Nous avons toutes les preuves. Vos manipulations, les signatures falsifiées, tout. » « Des preuves ?» Étienne rit, mais il y avait de la nervosité dans son regard. « Quelles preuves ? Votre parole contre la mienne, un fugitif désespéré essayant de sauver sa peau. »« Ce n'est pas seulement sa parole, » intervint Raphaël. « Nous avons des témoins, des documents, des emails. Votre propre assistant coopère, avec nous. » La mention de l'assistant fit visiblement pâlir Étienne. Il fit un signe aux deux hommes qui firent un pas en avant, menaçant. « Je crois que vous n'irez nulle part avec cette clé USB, » dit-il, tendant la main. C'est à ce moment que Sophie surprit tout le monde. Avec un mouvement rapide et précis, elle saisit le bras de l'homme le plus proche, le tordant dans une clé de bras parfaite et le faisant tomber au sol. « Mais qu'est-ce que... » Étienne recula, choqué. « 7 ans de cours d'autodéfense, » expliqua Sophie, adoptant une posture défensive. Une mère célibataire dans une ville touristique apprend à se protéger. Le deuxième homme hésita, reconsidérant clairement ses options face à la démonstration d'habileté de Sophie. Raphaël profita du moment pour sortir son téléphone. « La police est en route, » annonça-t-il. « Et je vous suggère de ne rien tenter de stupide, Étienne. Nous avons déjà envoyé des copies de toutes les preuves à plusieurs contacts de confiance. Même si vous prenez la clé USB maintenant, c'est trop tard. » Étienne regarda autour de lui, réalisant qu'il avait perdu le contrôle de la situation. Son visage, normalement composé, se tordait en un mélange de colère et de désespoir. « Vous ne comprenez pas, » dit-il, sa voix maintenant presque suppliante. « J'ai construit cette entreprise autant que vous, Alexandre. Je méritais plus que d'être toujours le second aux commandes, toujours dans votre ombre. »« Cela ne justifie pas ce que vous avez fait, » répondit Alexandre. « Falsifier des documents, manipuler le marché, menacer des personnes innocentes, c'était la seule façon, » cria Étienne, perdant complètement son sang-froid. « Vous ne m'auriez jamais donné la reconnaissance que je méritais. » Le son des sirènes qui s'approchaient mit fin à la discussion. Étienne, réalisant qu'il était acculé, fit une dernière tentative désespérée pour prendre la clé USB, mais fut rapidement immobilisé par Raphaël et Alexandre. Quelques minutes plus tard, le garage était rempli de policiers. Étienne et ses hommes furent arrêtés, tandis qu'Alexandre, Sophie et Raphaël furent escortés pour donner des dépositions formelles. Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon de dépositions, déclarations, analyses préliminaires, des preuves. Raphaël, utilisant toute son influence et son habileté juridique, réussit à négocier des conditions favorables pour Alexandre. Il devrait répondre au procès en liberté, se présentant régulièrement aux audiences, mais ne serait pas détenu préventivement. C'était déjà le soir quand ils furent finalement libérés. Épuisés mais soulagés, ils retournèrent au cabinet de Raphaël pour discuter des prochaines étapes. « Ce sera un long processus, » avertit l'avocat. « Les preuves sont solides en notre faveur, mais le système judiciaire est lent. »« Combien de temps ?» demanda Sophie, préoccupée. « Des mois, peut-être un an ou plus jusqu'à une résolution définitive, » répondit Raphaël honnêtement. «
Mais l'important est qu'Alexandre n'est plus en fuite. Il peut reconstruire sa vie pendant que nous affrontons cela. « Et l'entreprise » demanda Alexandre. « Avec Étienne arrêté et les accusations contre vous étant remises en question, les actions ont déjà commencé à se redresser, » expliqua Raphaël. « Mais sincèrement, après tout cela, vous voulez vraiment retourner à cette vie ?» Alexandre regarda Sophie, qui l'observait avec un mélange d'affection et d'attente. La réponse vint facilement. « Non, cette vie est terminée pour moi. Je veux construire quelque chose de nouveau, quelque chose avec une vraie signification. »« Comme une auberge à Honfleur ?» sourit Raphaël. « Exactement, » confirma Alexandre. « Avec la femme que j'aime et une famille que j'ai appris à valoriser plus que n'importe quelle fortune. » Sophie serra sa main, émue par la déclaration publique. « Eh bien, dans ce cas, » continua Raphaël, « je pense